Comment est-ce qu'une star de l'UFC se retrouve à avoir le plus peur qu'il ne l'ait jamais eu de sa vie en dehors d'un combat en cage face à un autre guerrier spécialiste du combat à main nue? Et ben c'est ce qu'on va voir, et on va voir aussi 5 autres instances dans lesquelles des combattants de aussi haut profil se sont retrouvés dans des situations similaires et comment est-ce qu'ils s'en sont sortis ou pas. Et alors, ce qui alimente la situation, c'est évidemment ce qui s'est passé au Stade de France le 28 mai, avant et après la finale de la Ligue des Champions qui opposait Liverpool au Real Madrid. Et il y a eu tout un tas de trucs pas forcément très clairs, je n'y étais pas, mais les rapports, en tout cas, des journalistes anglais du Guardian par exemple, et celui de Paddy Pimblett, donc on va vous décrire, semblent quand même aller à l'encontre de ce qu'est la version donnée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Alors ce qui est dit par le journaliste du Guardian et par Paddy Pimblett, c'est déjà avant qu'il y a eu des énormes problèmes parce qu'on leur disait que leur ticket était faux. Ça a été le cas à Paddy Pimblett, à qui on a dit, donc lui sachant que c'est le club de Liverpool qui lui a donné son ticket, un des stadiers lui aurait dit ah ouais mais non en fait ça va pas être possible, regardez c'est un faux, en fait c'est un faux. Donc là en gros il s'est immédiatement énervé, c'est ce que dit Paddy Pimblett en mode mais attendez vous vous foutez de moi ou quoi, je l'ai eu par Liverpool. Le stadier a bégayé et du coup il l'a laissé rentrer. Mais tout ça pour dire que si ça c'était une pratique qui était assez courante avec d'autres supporters qui ont peut-être pas eu la présence d'esprit de repousser un petit peu les allégations, forcément déjà ça met une ambiance pas forcément très claire. Il y a eu du retard par rapport au début du match en lui-même, des gaz, apparemment des gaz lacrymogènes un petit peu de partout, mais c'est surtout en fait après le match, même après ces choses-là, donc on ne connaît pas vraiment les détails, qu'apparemment c'était des scènes, mais des scènes apocalyptiques. C'est Paddy Pimblett qui, pour faire un titre de comparaison, disait écoutez, j'avais l'impression en fait de me retrouver dans American Nightmare, ou La Purge, je crois que c'est American Nightmare. Et j'avais l'impression de me retrouver dans un truc comme ça, où c'est, il y a 12 heures dans lesquelles les gens font ce qu'ils veulent à tout le monde en fait. Et donc il disait, il y avait des gens avec des machettes, des gens avec des barres de fer, des gens avec des battes de baseball, qui poussaient les gens au sol, les immobilisaient, chopaient les montres à même le poignet, coupaient les lanières des sacs pour se barrer avec, en profitaient pour rouer de coups, etc. Ce que disait Paddy Pimblett, c'est que c'était vraiment des scènes où, si vous n'étiez pas dans un groupe, et lui du coup dit qu'il a eu la chance de se retrouver avec des Irlandais qui l'ont reconnu et du coup ils se sont déplacés à une petite douzaine, et donc forcément les groupes qui étaient là, les groupes armés et visiblement très mal intentionnés, ont un peu toisé le groupe de Paddy et se sont dit ouais là du coup on va peut-être laisser tomber pour ce truc là. Mais pour le reste, apparemment, les gens n'ont pas été aussi chanceux. Il y a des scènes où il y a un monsieur qui les a rejoints ensuite, qui a dit qu'il avait été grosso modo mis au sol immobilisé, que les gens lui avaient tout pris et qu'il en avait profité pour prendre quelques coups. Et donc c'est ça que décrit Paddy Pimblett à la sortie du stade. Donc en fait, grosso modo, imaginez-vous, c'est un peu comme les bagarres d'Astérix Obélix, il y a un gros nuage de fumée avec des bras qui sortent avec des poissons et trucs comme ça. C'est pareil, sauf que là c'est en version un peu Paris 2022 où du coup c'est beaucoup plus hardcore et à la fin y a pas de banquet quoi. Mais donc il dit que c'était vraiment des scènes qui étaient extrêmement violentes, il dit que lui a été extrêmement marqué et que c'est là où il a eu le plus peur de toute sa vie. Il décrit même une situation où, mais c'est pareil, c'est donc un témoignage de Paddy Pimblett, on n'en sait rien, on ne sait pas si c'est vrai, c'est quelqu'un qui lui a raconté, un de ses amis qui lui dit que y a quelqu'un qui est venu ensuite, alors qu'il prenait le métro, et qui est venu juste en face de lui, qui lui a marmonné un truc, qui a essayé de lui mettre une gifle quand du coup son ami anglais l'a repoussé, et en fait c'était pas vraiment une gifle, c'était un mode Peaky Blinders, et le mec a apparemment essayé de lui mettre un coup de rasoir. Mais voilà, c'est la situation qui est décrite par Paddy Pimblett, et c'est vraiment impressionnant parce que on sait que les combattants comme Paddy Pimblett, et à plus forte raison de ce niveau-là, leur vie c'est de s'entraîner pour aller dans une cage, combattre face à un mec de son niveau, qui s'entraîne toute sa vie aux arts des sports de combat, donc le sol, le striking, et on sait que ce sont des sports où l'adrénaline est extrêmement forte, et en particulier les émotions, les sensations juste avant le combat. On sait que parmi les plus grands combattants de tous les temps, donc on pense notamment à Mike Tyson ou Georges St-Pierre qui en parlaient sans aucun problème, ils disaient qu'en réalité, juste avant de monter sur un ring ou dans une cage, c'est vraiment un moment où ils étaient pétrifiés de peur. Et à raison, puisque le cerveau, en gros, comprend qu'il va y avoir probablement des énormes répercussions physiques et potentiellement tragiques sur vous-même dans les minutes qui vont venir. Et pourtant, selon Paddy Pimblett donc, cette situation est même passée au-dessus de ce genre de peur en termes de ce que ça a provoqué chez lui. Voilà, donc c'était la situation au Stade de France après la finale, vécue et racontée par Paddy Pimblett. Et maintenant, on va vous raconter 5 autres exemples, 5 autres anecdotes de combattants passés par l'UFC à qui il est arrivé des situations qui sont un peu similaires, juste plutôt en termes d'intensité que par la manière exactement dont ça s'est passé. La première anecdote, c'est celle de Mauricio Shogun Rua, ancien champion 93 kg du Pride et de l'UFC, qui au Brésil, à Rio de Janeiro en 2014, revenait d'un dîner avec son manager et Demian Maia, un autre combattant UFC d'ailleurs,
lorsqu'il s'est fait arrêter en pleine rue sur la route par 4 hommes armés de fusils qui lui ont dit, mais vraiment à l'ancienne, hein, comme au Moyen-Âge avec le tronc d'arbre devant la charrette, qui lui ont dit, bah maintenant tu t'arrêtes. Évidemment, avec des fusils, tu t'arrêtes. Ils l'ont reconnu, même, ils lui ont dit, on sait qui tu es, ne tente rien, parce que sinon il va t'arriver des bricoles. Mais ils lui ont pris sa voiture, son t-shirt, ses chaussures, et ils l'ont laissé sur le bord de la route pour revenir jusqu'à son hôtel, là où il voulait revenir, mais à pied. Donc voilà, tout ça pour vous dire que même à des guerriers de l'espace comme cela, bah, évidemment, face à ce genre de situation, bah, en fait, ils ne peuvent pas faire grand-chose, quoi. Donc la quatrième occurrence, la quatrième anecdote, c'est Uriah Faber en 2006 à Bali. En 2006, Uriah Faber est champion WEC Featherweight, donc le WEC c'est un petit peu l'ancêtre de l'UFC pour les petites catégories de poids. Il est en train de faire la fête dans une boîte de nuit à Bali en Indonésie. Il est en train de danser avec une fille locale quand, à un moment donné, visiblement quelqu'un qui n'a pas trop apprécié la scène qu'il était en train de voir, arrive, lui donne un coup d'épaule, le regarde avec insistance comme ça et va se poser de l'autre côté de la piste de danse pour continuer à comme ça faire un duel de regards. À un moment, Uriah Faber va le voir, lui dit en fait qu'est-ce qui est en train de se passer, le mec parlait indonésien, visiblement ils se sont compris pour aller dehors et régler leur compte. Uriah Faber étant un combattant professionnel, lui décoche un overhand right apparemment. Le gars encaisse mais appelle des gens qui étaient aux alentours visiblement, qui se ramènent, encerclent Uriah Faber armé de tessons de bouteilles, de barres de fer et de tout un tas d'outils. Juste à ce moment-là, un gars arrive avec un poing américain, poum, et lui tape à l'arrière de la tête et commence à essayer de l'enchaîner. Uriah Faber sent que là, ok, il y a un truc qui est en train de se passer et il faut jouer sa survie. Il rentre dans le club, mais les gars le poursuivent, il se retrouve sur son dos, roué de coups, il arrive à sortir du club, il essaye de courir un peu n'importe où pour essayer de leur échapper, mais il n'y arrive pas. À un moment donné, il tombe sur un taxi, il arrive, il rentre dans le taxi, bon, il est déjà à moitié roué de coups, les mecs le talonnent, il fait « allez-y, allez-y, allez-y ». Le gars ne comprend pas, il sort du taxi, il voit les gens, il essaie de leur parler. Finalement, le taximan revient dans le taxi, poum, il se barre. Et finalement, heureusement, ce jour-là, Uriah Faber n'aura entre guillemets que des coupures partout sur la tête et des hématomes et des bleus, mais il s'en sortira vivant, in extremis. La troisième occurrence, c'est Michael Falcao, qui est lui un ancien combattant de l'UFC et qui est aussi passé par d'autres grandes organisations mondiales. Lui, il a été poignardé plusieurs fois au ventre au Brésil, sauf que lui ne s'en est pas sorti. Alors c'était loin d'être un enfant de cœur. Lui-même avait participé en 2002 où on l'avait vu maltraiter une femme dans une station essence. Bon, il était connu pour être lui-même pas forcément un exemple à suivre, mais toujours est-il que il s'est retrouvé au cœur d'un règlement de compte, il s'est fait poignarder plusieurs fois au ventre et avant même d'arriver à l'hôpital, il était décédé. L'exemple du coup numéro 2, si on fait un espèce de numéro 5 au numéro 1 de notre liste, c'est Darren Till, l'ancien challenger au titre UFC en welterweight, qui lorsqu'il était jeune faisait beaucoup la fête à Liverpool, dans sa ville natale. Il participait régulièrement à des bagarres, selon ses dires pour défendre ses amis surtout, mais toujours est-il qu'il se retrouvait toujours dans des échauffourées, et cette fois-ci, à 19 ans, il se retrouve dans une boîte de nuit, dans une bagarre générale, sauf que cette fois-ci, des gens qui visiblement l'avaient dans le pif depuis un petit bout de temps, sont arrivés et l'un d'eux l'a poignardé plusieurs fois dans le dos d'Darren Till, et un des coups de couteau est passé à quelques millimètres d'une artère qui, de toute façon, si elle avait été sectionnée, ça aurait été la fin du jeu pour Darren, c'est ce que lui dira le médecin un peu plus tard. Mais le coup de couteau passe juste à côté, il passe quand même vraiment pas loin de la mort, et une fois qu'il est dans le camion vers les urgences et qu'il demande à l'infirmière « est-ce que je vais m'en sortir ?» celle-ci ne répond même pas tellement le pronostic vital était engagé. C'est suite à ça d'ailleurs, suite à cet énorme problème en boîte de nuit qui lui a presque coûté la vie, que Darren Till, sur les conseils de son entraîneur, partira d'ailleurs au Brésil. Il était censé n'y rester que 6 mois pour rester loin des troubles de chez lui à Liverpool. Et finalement, il y restera plusieurs années. Il y développera son jiu-jitsu brésilien, sa lutte, il deviendra un combattant complet, avant ensuite de revenir à Liverpool pour continuer son apprentissage auprès de son entraîneur de toujours Colin Heron et de devenir un combattant UFC. Et enfin, le numéro 1, mais en fait on dit ça mais il n'y a pas d'ordre, de notre liste, on est obligé de le placer parce que moi personnellement c'est un de mes combattants et humains préférés, c'est Kevin Holland. Alors Kevin Holland, on ne sait pas comment est-ce qu'il fait son compte, mais c'est un petit peu comme, vous savez, Samuel Jackson dans Incassable, le gars qui crée des cataclysmes comme ça ferroviaires, des accidents de voiture, des machins, pour essayer de voir qui avait potentiellement des pouvoirs de super-héros. On a l'impression que là, c'est peut-être pas de sa faute, mais il se retrouve constamment dans des situations que normalement personne ne rencontre dans sa vie. Donc Kevin Holland, qui avait arrêté un voleur qu'il avait immobilisé et qu'il avait placé en étranglement arrière lorsqu'il rentrait chez lui,
Kevin Holland qui avait arrêté et immobilisé un mec qui avait une arme à feu dans un restaurant à Houston. Donc il l'avait immobilisé avec certains de ses proches. Donc c'est une situation qui normalement est rarissime. Mais déjà ça faisait 2. Et ça a fait 3 avec cette fois où il était en voiture sur une autoroute. Et à un moment donné, il voit un poids lourd qui essaie de s'insérer. Bon, il le double, mais il voit que le gars, clairement, a un petit peu de mal avec ce qu'il est en train d'essayer de faire. Il continue sa route, mais quelques secondes plus tard, il regarde dans le rétro, et dans le rétro, en fait, il voit que le camion avait fait visiblement un espèce de 180 tonneaux, on sait pas trop quoi, mais qui s'était retrouvé sur le flanc, coup de frein à main, il se gare, et il dit d'ailleurs que c'est là où il a eu vraiment le plus peur de toute sa vie. Mais c'est comme dans les films, dans le sens où l'essence commençait à couler un petit peu sur le sol, on ne sait jamais ce qui peut se passer, à la moindre étincelle, le truc peut péter, et donc, pas rassuré, Kevin Holland, néanmoins, prend son courage à deux mains, arrache la porte, sort le conducteur et le traîne dans un endroit qui était un peu plus en sûreté, et finalement, du coup, il lui sauve la vie. Voilà, c'était les anecdotes du père Rusty avec la situation de Paddy Pimblett et les situations auxquelles ça nous a fait penser. Voilà, écoutez, si la vidéo a été informative ou qu'elle vous a plu, mettez un pouce bleu ou abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide énormément. Et puis pour le reste, prenez soin de vous et ciao.